Bon, merci de nous accueillir. On va juste se présenter très rapidement avant de commencer l'intervention. Je suis Verena Caffin et je suis militante à TD depuis 10 ans à peu près. Et être militant, c'est des personnes qui ont vécu ou qui vivent aussi la pauvreté tous les jours. Moi, c'est Françoise Hamel. Je suis revenue à ATD en 2004 et je suis une militante. Quand vous dites être militant, c'est vivre la pauvreté ou l'avoir vécu. Il y a plein de gens qui vivent la pauvreté qui ne sont pas militants de ATD Carmonde. C'est quoi d'être militant, militante pour vous? Les militants pour ATD, ce sont des personnes qui le vivent depuis qu'ils sont enfants ou qui le connaissent depuis qu'ils sont enfants. Ouais, ça ne répond pas à mes questions. Il y a plein de gens qui vivent la pauvreté depuis des générations qui ne sont pas militants. Je dirais que nous, on s'engage auprès des autres pour faire respecter aussi leurs droits qui sont toujours bafoués. Bien, je m'appelle Jacques, je suis militant. Je viens de la rue depuis 2015. Puis voilà, je me sens responsable de partager, surtout d'aider à l'éradication de ce genre de choses. Donc je suis quelques mois avec ATD Carmonde et je milite dans ce genre de communication. Moi, c'est Philippe de Tarbes. Ça fait 6 ans, à peu près 6 ans que je rejoins le mouvement ATD Carmonde en tant que militant. Voilà. Voilà, et moi, Florence Bernard, je suis alliée du mouvement ATD Carmonde. Les alliés dans le mouvement ATD Carmonde, c'est des gens qui n'ont pas vécu la pauvreté eux-mêmes, en général, mais qui sont solidaires de ceux qui la vivent. Et voilà, on fait alliance ensemble pour lutter contre la pauvreté. Il y a aussi dans notre mouvement des volontaires permanents, mais pas dans notre région. Donc ATD Carmonde, en 2 mots, c'est une association qui est née il y a 60 ans dans un bidonville qui a été créé avec les familles de ce bidonville. Donc d'emblée, les personnes en situation de pauvreté ont été partie prenante. Et une des actions importantes qu'on mène donc en France et à travers le monde, depuis une 40aine d'années, ce sont les universités populaires Carmonde. Et dans notre région, en fait, Occitanie, ça fait 6 ans qu'il y a une université populaire Carmonde. On a démarré plus récemment. Voilà. Et en Nouvelle-Aquitaine, effectivement, là on est en Occitanie, mais on a travaillé pendant longtemps et on travaille encore avec la Nouvelle-Aquitaine. L'université populaire Carmonde, c'est un lieu qui permet le rassemblement de personnes en situation de pauvreté. En fait, en se retrouvant entre elles, elles prennent conscience qu'elles ne sont pas seules à vivre cette situation de pauvreté. Ça permet de sortir de l'isolement et de sortir de la honte que ressentent souvent les gens quand ils vivent ces situations-là. Et les personnes disent qu'à travers ce collectif, en fait, elles retrouvent des forces qui leur permettent après de continuer à se battre contre la pauvreté dans leur vie. C'est un lieu où on apprend tous à réfléchir et à dialoguer ensemble entre donc ces personnes qui ont l'expérience de la pauvreté et d'autres citoyens qui n'ont pas cette expérience. Mais chacun réfléchit à partir de sa vie, à partir de ses connaissances. On apprend à oser exprimer ce qu'on pense devant les autres et on apprend les uns des autres. Et ce qu'on apprend en fait dans l'université populaire, ça ressort et ça resserre évidemment ensuite à chacun dans sa vie pour oser penser librement, oser s'exprimer, mais savoir aussi écouter les autres. C'est pas simplement apprendre à parler, c'est aussi apprendre à écouter, à construire sa pensée dans le dialogue avec les autres. Donc le but, bien sûr, pour chacun, c'est à la fois d'élargir ses connaissances, mais aussi savoir argumenter, se défendre, et finalement, petit à petit, prendre sa place comme citoyen. Ça peut être dans son quartier, dans sa ville, dans différents engagements. Donc avant de se retrouver en fait tous en plénière, on se retrouve 3 fois dans l'année, mais chacun prépare en petits groupes dans sa ville, parce qu'évidemment c'est plus facile de commencer à s'exprimer dans un petit groupe de 5-6 personnes que devant 60 ou 70 personnes.
Chacun reçoit une invitation avec des questions sur le thème et donc va travailler à partir de là dans son petit groupe et produire souvent pour la plénière soit une affiche, soit un texte qui va être lu. Voilà. Et dans ces universités populaires, on va être en dialogue avec des invités qui sont des spécialistes du sujet, soit parce qu'ils ont une connaissance particulière, ils ont travaillé sur ce sujet-là, ou ils ont un intérêt particulier pour ce sujet. Mais en fait, les invités ont commencé par se mettre à l'écoute de ce qu'apportent les personnes en situation de pauvreté, avant de répondre, de réagir, de dire leurs accords, leurs désaccords, de dire ce à quoi ça leur fait penser, de dire ce qu'eux font aussi dans ce domaine-là. Voilà. Et c'est vraiment un dialogue qui se fait comme ça, un peu avec la société, et en espérant pour nous, les participants, d'apprendre de ces invités, mais qu'eux aussi apprennent de nous, et qu'après, dans les lieux où ils sont engagés, professionnels, politiques ou autres, ils arrivent à retransmettre aussi des choses qu'ils ont comprises, parce qu'il y a un aspect politique aussi à ce travail d'université populaire, qui est de produire de la connaissance, de produire des propositions qu'on peut faire remonter après au niveau local ou au niveau national, à travers l'ensemble de notre mouvement. Donc on a travaillé au mois de janvier donc, sur la question du numérique, et nos questions pour la préparation, c'était qu'est-ce que ces nouveaux outils ont changé dans ma vie, qu'est-ce que ça a rendu plus facile, qu'est-ce que ça a rendu plus difficile, qu'est-ce que j'observe autour de moi comme changement lié à ces nouveaux outils dans ma famille, mes proches, mon quartier, et ces nouveaux outils de communication, ça me donne quels espoirs, quelles inquiétudes. Donc on va intervenir tous ensemble les uns après les autres. Dans un premier temps, moi je vais dire ce que ça a apporté de positif, en fait, ces nouveaux outils. Ensuite, Jacques parlera de la question du coût, le problème financier que posent ces nouveaux outils de communication. Philippe parlera de l'importance d'avoir des lieux d'accès à des ordinateurs et des connexions Internet avec des personnes qui puissent aider à utiliser ces outils. Françoise parlera des dangers d'Internet, des ordinateurs et d'Internet, et Verena de la formation. Voilà, c'est les grands thèmes qui sont ressortis, qu'on a travaillé dans notre université populaire. Donc sur ce que l'ordinateur, les ordinateurs, les smartphones, etc. ont apporté de positif, en fait finalement on s'est aperçu que la très grande majorité, mais voire toutes les personnes qui étaient là, utilisent ces outils. En fait, au moins un téléphone portable, mais souvent aussi un téléphone et un ordinateur. Donc avec des niveaux de maîtrise très différents, mais en tout cas, on n'est pas en dehors du coup, ça c'est clair. Ce que ça a apporté de positif dans les relations humaines, communiquer avec ses proches, en particulier quand ils sont éloignés géographiquement. Et une personne disait même que c'est grâce aux réseaux sociaux qu'elle a découvert qu'elle avait une famille. Elle avait été placée toute petite, elle pensait être un peu seule au monde, et en fait, par Facebook, elle a retrouvé sa famille. Une militante de Bordeaux expliquait aussi qu'une personne de son quartier vient la voir pour faire des choses avec elle sur l'ordinateur, parce qu'elle ne sait pas le faire, donc mettre des photos, etc. Et donc, elle a des échanges aussi grâce à cet ordinateur avec des gens de son quartier. Et une personne de Montpellier disait pour un SDF, le téléphone c'est important, on peut téléphoner aux amis quand on a le cafard, regarder un film, on se sent moins exclu, ça pallie à l'ennui, ça déstresse. Dans le domaine pratique aussi, beaucoup ont parlé de l'importance de pouvoir appeler, téléphoner, bien sûr quand on a besoin d'un coup de main, prévenir d'un retard. Certains qui ont des problèmes de santé disaient on peut joindre un service de santé en cas d'urgence et être géolocalisé. Il y en a qui utilisent leur téléphone pour le GPS, pour les applications sur les transports en commun, pour faire des courses en ligne, en particulier pour ceux qui ont du mal à se déplacer, à porter des choses avec les systèmes de livraison. Et une militante de Bordeaux disait qu'elle règle ses problèmes avec sa tutrice, avec son bailleur social par mail en fait. Donc on sent que pour beaucoup de personnes, c'est entré vraiment dans la vie quotidienne. Dans le domaine de l'accès à la culture et aux loisirs, pour jouer, pour se distraire, écouter de la musique, regarder des films, auxquels on n'aurait pas eu accès autrement pour des raisons financières. Là, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont accessibles. Et une militante de Bordeaux qui a sa fille qui est handicapée disait elle télécharge de la musique, elle peut la passer avec sa fille, elles font du karaoké, et elle disait ça fait du bien. C'est vrai que c'est tout un champ qui s'ouvre de loisirs et de culture qui n'était pas ouvert avant. Dans le domaine de l'information, des connaissances, avoir accès à une foule d'informations à grande vitesse,
Un militant disait « ça nous aide à prendre des bonnes décisions et parfois à se révolter ». Un autre disait qu'il va sur Internet pour découvrir d'autres pays. Il n'a pas la possibilité de voyager lui-même, mais il va découvrir la culture d'autres pays sur Internet. Une importance aussi de tous ces outils-là dans le domaine économique. Christelle, elle disait qu'elle a téléchargé beaucoup d'applications qui lui permettent de faire des économies en trouvant des vêtements d'occasion, en trouvant des invendus de professionnels de l'agroalimentaire, par exemple. Il y a des applications qui permettent ça. Et puis on a vu aussi que, par exemple, pour avoir les trains à 1 €, il faut le faire sur Internet. On ne peut pas le faire autrement. Donc les outils sont utiles aussi pour ça. Et puis on a fait le constat aussi que nous, notre travail d'université populaire, on ne pourrait pas le faire sans Internet, parce qu'en fait on communique à l'avance, on s'envoie les comptes rendus par mail, on fait des Skype, etc. Et donc c'est la base aussi de notre travail à distance. Voilà. Donc les ordinateurs sont entrés dans nos vies, ils apportent beaucoup de positifs, mais tout ceci étant dit, ces nouveaux outils de communication, ils nous posent aussi un certain nombre de difficultés. Voilà, et c'est ça dont on vous parle maintenant. Bien, bonjour. Les difficultés, comme elle disait, c'est sur le coût en général des choses. Il y a quelque chose que je voudrais parler juste un petit peu avant, que j'ai appelé le coût de l'ignorance, qui en fait frappe les gens qui n'ont pas accès à certaines informations, ou qui souvent sont en précarité. Alors, ça va aller mieux, c'est plus facile. Ce que j'entends par ça, c'est surtout les conseils qui ne sont pas toujours judicieux quand on s'adresse à des gens qui savent, soi-disant. Les capacités qu'ont certains qui apprennent à l'école, par exemple, à l'heure actuelle, c'est comment marche l'ordinateur, comment plus ou moins le réparer, l'entretenir pour que tout fonctionne bien. Ça, c'est très difficile de le faire quand on n'a pas appris, etc. Ça, c'est donc relève de cette ignorance un coût sur les choses. Ça existe pour plein de choses, en fait. Voilà. Donc, le coût du matériel, en généralement, comme disent certaines personnes, que je fais là. À la base, les gens ont l'habitude d'avoir un téléphone pour téléphoner. C'est le plus important, d'être en contact. Mais après, il y a des obligations qui entrent en jeu, et là, il faut, pour ne pas s'isoler du monde, pour communiquer et donc faire partie de la société et contacter les différentes institutions, l'ordinateur est obligatoire. Les gens qui ne sont pas chez eux, par exemple, ont des problèmes pour accéder à ce genre de matériel. Bon, ceci dit, il y a sûrement des solutions. Notamment, j'ai entendu parler de certaines choses comme des recyclages d'ordinateurs, de matériel. Il y a quelques entreprises qui font cela. Je suis désolé, je suis très hésitant parce que c'est la première fois, donc je suis assez impressionné. Oui, il y a certaines personnes qui ont aussi débattu sur cela. Par exemple, des pertes qui se font au niveau du recyclage des ordinateurs. Par exemple, à Rochefort, et un hôpital s'est fermé, abandonné avec tout le matériel à l'intérieur. Donc il y a des pertes énormes dans ce sens-là qui pourraient bénéficier justement pour des associations ou des personnes précaires qui auraient la possibilité d'acquérir du matériel. Ensuite, il y a aussi des choses comme les abonnements. Il y a beaucoup de solutions, mais il y a peu d'informations et d'avantages pour les gens qui n'ont pas les moyens. Par exemple, l'obligation d'avoir des paquets entiers. Certaines personnes n'ont pas besoin de la télévision ou ne veulent pas le téléphone ou seulement Internet, etc. Donc ça aussi, c'est pas toujours évident. Il y a une chose aussi, quand on n'a pas de matériel avec un téléphone, pour les abonnements, ce sont les cartes. Mais les cartes, c'est horrible parce qu'elles sont limitées et elles sont très chères. Donc le fait de pouvoir avoir accès à un abonnement, comme je l'ai dit tout à l'heure, crée une dépense énorme pour les gens s'ils veulent se contacter, ne serait-ce qu'humainement.
Ah, ça y est, j'ai perdu. Oui, voilà. Le problème pour les gens qui n'ont pas d'abonnement, c'est parce que quand on est dans la précarité et qu'on touche le RSA, qui est mon cas par exemple, c'est très difficile d'ouvrir un compte courant. Et toutes les bonnes affaires, entre guillemets, s'il en est, passent par des virements bancaires. Et avec un livret A, c'est pas suffisant. Donc ça crée des problèmes et ça implique justement de dépenser encore plus d'argent à des gens qui n'en ont pas. Bon, il y a toujours des solutions comme les accès à Internet gratuits dans certaines choses. D'ailleurs, pour reciter le magasin que j'ai retrouvé à Perpignan, qui s'appelle ARC, qui fait des réductions, enfin des recyclages d'ordinateurs, il faut aussi un type social en fait, ils aident les gens gratuitement à faire leur déclaration CAF, MSP, enfin tout Amélie, etc., et gratuitement en fait. Donc c'est déjà un accès gratuit, etc. Donc je crois qu'il y a certaines personnes dans le privé déjà qui ont des petites solutions, des petites initiatives. Et c'est appréciable en fait. Maintenant, c'est bien, mais aussi, comment dire, sur les abonnements, il y a des zones blanches aussi qui existent, bien sûr. Ça, c'est un problème, parce que si on veut une communication, il faut bouger, il faut avoir les moyens, en fait, tout simplement. Il y a des choses... Peut-être sur ce point-là, c'était de dire que pour les gens qui sont éloignés de lieux d'accès, oui, comme les zones blanches. Dans les zones blanches, ils doivent se déplacer. Tout à fait, oui, c'est le déplacement, le coût du transport. C'est la même chose que pour les gens qui n'ont pas de matériel, qui doivent aller dans des cybercafés. S'ils sont un peu éloignés, ils doivent payer le transport, ensuite l'abonnement, et avec pour une heure ou une demi-heure d'Internet, c'est un repas qui saute. C'est clair, tout est relié à ça. Il y a des priorités, et généralement, au lieu d'aller là-bas, on mange. Voilà, tout simplement. Donc il y a des solutions qui peuvent être établies. Donc il y a ces fameux privés qui font ce genre d'initiatives, des associations aussi qui permettent. Il y a dans toutes les structures aussi de Croix-Rouge, etc., il y a toujours une petite assistance, bien que parfois elle est succincte. Il pourrait y avoir aussi simplement, pour éviter que les gens soient toujours dans le rappel qu'ils ont besoin et ils ont moins de moyens, c'est des accès gratuits au titre communal, par exemple, à des billes limitées, ou alors avec moi je ne suis pas informaticien, mais avec des types de codes passe-droit pour pouvoir justement avoir accès à Internet gratuit, tout simplement. Un truc aussi qui avait été formulé par certaines personnes lors de réunions, c'est que dans le domaine des abonnements et du coût de l'abonnement, par exemple, à l'initiative de certains pays en Europe, il y a des traités sociaux, plus ou moins, qui fait que toutes les constructions de logements récentes ou modernes ou à venir doivent être équipées de matériel, ou bien écologique dans certains cas, ou bien de communication. Par exemple, une borne Wi-Fi à débit limité à l'usage de tout un immeuble, avec possibilité, peut-être pour les gens, de payer plus pour avoir un accès différent. Ça, tout le monde est libre d'avoir la fibre chez soi, par exemple. Ce serait je veux dire, aussi un moyen de promotionner le logement. Parce que c'est un logement moderne, on est dans le cycle 21e siècle, et donc on doit aller avec. Et donc, communiquer, c'est important, pas seulement pour les affaires administratives, mais aussi pour le plan personnel, enrichissement personnel ou communication avec ses proches. Bon. Faut que je regarde un petit peu encore. Oui, j'ai aussi une personne de Montpellier d'ailleurs, ça c'était très, très, très intéressant. Qui a été obligé en fait prendre un téléphone sans forfait internet qui lui a coûté 10 €, qui est en général le prix le meilleur marché,
Et ensuite un abonnement dans un cybercafé à 20 €, ce qui fait que 30 €, c'est quasi un abonnement. Et donc cette personne était très gênée de pouvoir de sacrifier beaucoup de choses pour justement 30 €. C'est quand même 10 repas plus ou moins. Bien, les zones blanches. Oui, il y a aussi quelque chose qui est vraiment, enfin, moi je trouve un peu illogique, c'est que pour des gens qui ont besoin de services sociaux, de choses ou de renseignements ou de faire des démarches, il y a des numéros qui sont surtaxés, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un abonnement, mais ce sera toujours enlevé sur, s'ils ont un compte en banque, la chance d'en avoir un, ben sur le compte en banque, sinon ben sur la facture quand ils vont payer. Et donc, oui, tout ce qui est CAF, Sécu, Pôle emploi, donc tout ce genre de numéros qui sont vraiment des numéros basiques, qui sont de nécessité, ben, devraient être justement adaptés à la nécessité, c'est-à-dire pas de dessus en fait. Voilà plus ou moins le petit speech que j'avais préparé. Et je vous remercie de m'avoir écouté et je passe mon collègue. Philippe, 6 ans à DT Carmonde. Donc moi je vais accentuer sur le moyen d'accessibilité à Internet, tout ça. Donc déjà, maintenant de plus en plus, on a besoin d'Internet ou d'un moyen numérique. Bonjour. Bon, donc Internet, pour accéder au site administratif, donc un extrait de date de naissance, un casier judiciaire, démarche CAF, déclaration d'impôt, suivi de consommation EDF, actualiser Pôle emploi, prendre les tickets de train, ça a déjà été dit, les démarches qu'on faisait à la préfecture, il n'y a plus de guichet. Les démarches à la police pour tout ce qui est au niveau papier. Pour prendre des rendez-vous médicaux, parce que maintenant, de plus en plus, c'est par des standards qui vous répondent gentiment. Donc il n'y a plus le contact humain déjà. Après, tout le monde n'a pas d'ordinateur, scanne Internet et imprimante à cause du coût, comme disait Jacques. Et ce n'est pas compréhensible pour tout le monde. Beaucoup ne savent pas utiliser l'outil. Donc après, quand on ne connaît pas de lieu où on peut accéder à des ordinateurs, ce n'est pas facile de trouver des informations. Pendant notre préparation au niveau local, on a appelé la mairie de notre commune, que je ne citerai pas, c'est tard, pour demander des lieux d'accès gratuits. Ils n'ont pas été capables de nous donner une réponse. Ils ont dit qu'il y avait un cyberbus qui n'existait plus depuis plusieurs années. Ils ne savaient pas ce qui existe aujourd'hui. Depuis, on a trouvé une plaquette qui est là. Donc on trouve sur cette plaquette qui a été faite par les jeunes en service civique, mais donc avec toutes les données des endroits où c'est accessible pour imprimer, scanner. Donc, alors, les jeunes ont sorti, mais la mairie ne l'a pas, la plaquette. C'est bien. Ensuite, dans les lieux qui existent, il n'y a pas assez de personnes pour aider. Un exemple, à l'université populaire, Françoise disait, j'étais à la CAF, on m'a dit, vous avez un ordinateur, mettez-vous devant. J'ai attendu 1h30 avant que quelqu'un vienne et m'explique ce que je devais faire. Et après, elle avait 4 ou 5 affaires, donc la personne qui recevait, elle m'a dit, voilà, vous faites ça, je lui ai dit oui, mais je n'ai pas le numéro, donc pas de code. Ah ben, ça vous faites, mais ça ne marchait pas. Donc il a fallu que je réattende qu'elle revienne de mon côté. J'ai passé 3h30 à la CAF pour rien, qu'on n'a pas pu faire mes démarches. Vanessa, donc une autre militante,
qu'une fois elle est allée avec un ami à la CAF, et ils ont demandé de l'aide. La personne a dit j'arrive d'ici 5 minutes, mais elle n'est jamais arrivée. Ils ont dû appeler un autre ami pour qu'il leur explique par téléphone comment il fallait faire. Et ça a été vraiment laborieux. Ensuite, il y a aussi des gens qui ont honte de dire qu'ils ne savent pas faire eux-mêmes, donc ils ne vont pas oser demander de l'aide quand ils sont en face de l'ordinateur à la CAF, par exemple. Toujours la CAF. Hein. Ce dont on avait besoin, après on se décourage et on laisse tomber les démarches. Après, il y a des personnes qui ne savent pas lire et écrire. Là, il faut accentuer là-dessus. Elles ont encore plus besoin d'aide. Il faut penser en priorité à ces personnes, là, car elles auront encore plus honte d'aller dans les services pour demander. Parce que c'est bien beau de leur donner un papier, s'ils ne savent pas lire ni écrire, il n'y a rien de concret. Donc, alors, Daniel de Perpignan disait que pour ça, c'est bon. Alors, dans certaines zones rurales, il n'y a pas d'internet partout, les points d'accès sont très éloignés. Donc, un surcoût, comme expliquait Jacques. On a de moins en moins de contacts humains. C'est grave parce que pour nous, c'est important les contacts humains. Et en plus, on supprime des emplois. Donc, voilà. Donc, maintenant, quelques petites... Ah, je vais faire combien encore. Alors, les propositions. Un accueil avec une personne pour aider. Donc, dans chaque temps possible. Mais des personnes qui aident, qui accompagnent dans les démarches, mais en prenant le temps d'expliquer, que ça soit compréhensible quand ils ressortent. Et surtout, ce qui en ressort de mon vécu et du vécu d'autres personnes, c'est que c'est quand même pas assez, comment dire, anonyme quand on va faire la queue à la CAF, il n'y a pas de lieu d'échange où s'il y a quelque chose à dire en privé, on est un peu plus gêné que si on était dans un endroit. Donc voilà. Après, donc, sur les informations sur les lieux, donc la plaquette, ce petit guide, qui a été fait à part, pour une fois qu'ils ont fait quelque chose de bien. Après, mais rien ne remplace quand même le contact humain. Il faut des personnes toujours pour aider. Dans certains lieux, ça peut être des bénévoles. Donc Yves, au début, je n'avais pas d'ordinateur ni de téléphone. J'étais bénévole au Secours catholique, au centre d'accueil de jour, où ils avaient des ordinateurs, où on pouvait avoir accès gratuitement, comme moi. Je me connais un peu dans l'informatique. J'ai proposé aux personnes qui étaient accueillies de les aider, et ça continue. On a une dizaine d'ordinateurs où les gens peuvent avoir accès gratuitement. Mais, bien sûr, il faut aussi des professionnels compétents. Parce que le bénévole, il va donner, lui, son vécu, mais il y a quand même des sujets où là, les professionnels ont besoin de ça. Par rapport à certaines lois qui sont... Il faut que ça soit compréhensible. Il faut que les personnes à l'accueil soient formées. Respect des personnes, les accompagner dans leur démarche en adaptant leur langage, que ce soit compréhensible pour tout le monde. Qui ne parle pas en charabia. Après, le groupe de Villeneuve-sur-Lot a proposé de créer des bus qui, comme les bibliothèques, se déplacent pour que les gens en milieu rural puissent avoir accès à Internet. Et voilà. Françoise de Bordeaux, moi je vais vous parler des dangers. Je commence par les constats. Certaines publications sur les réseaux sociaux peuvent aller très loin. Alors je vous donne l'exemple d'une Toulousaine, Nazat
Bia, qui est militante, elle est algérienne, et son mari l'a prise sur Facebook et a mis sa photo, des photos dénudées sur sa page Facebook, et tout le monde l'a vue. Et finalement, elle a eu honte, et maintenant elle est en hôpital psychiatrique. Ça peut porter aussi au suicide et autres. Et ça peut aller très très loin. La panique pour les personnes qui ont des démarches à faire et qui ne savent pas se servir d'un ordinateur, c'est toujours à Toulouse. C'est Christelle. Elle avait besoin d'aller pour les bourses pour ses filles, et on lui a dit maintenant vous le faites sur ordinateur. Mais elle ne savait pas, donc elle a été prise de panique, et finalement elle est allée voir au conseil départemental si elle ne pouvait pas avoir les papiers pour le refaire en papier. Et là elle a trouvé quelqu'un qui l'a aidée. Non-respect de la vie privée, hyper-sollicitation, perte de contact humain. Les tablettes, ça démantibule le cerveau. Surexposition, l'addiction aux écrans, perte de rapport humain. Maintenant, on se téléphone, mais on ne se voit plus physiquement. Même s'il y a plus de repas où on se parle plus, c'est dommage. On se prive d'un tel échange entre nous. Parfois, on reçoit de drôles de mails et on ne sait pas s'il faut les ouvrir ou pas. Le piratage des comptes Facebook, j'en ai été témoin 4 fois, victime. Tu peux dire ce qui s'est passé? Ben, moi, on a dit que mon téléphone était perdu, que j'avais besoin d'argent, que j'avais plus d'argent. Et donc, j'ai des militants d'ATD Bordeaux qui ont payé jusqu'à 450 € pour que je puisse me racheter un téléphone et mettre... et finalement, c'était pas vrai. Donc, c'est de l'argent perdu. Maintenant, j'y suis plus, comme ça, j'ai réglé la solution. Pour ceux qui ne savent ni lire ni écrire, ce qui est dans des dossiers, c'est confidentiel. Les images de l'amour, porno, code parental déjoué par les enfants, harcèlement moral qui peut détruire une personne mentalement. Patricia de Toulouse, pour les enfants, les tablettes ou ordinateurs, ça leur fait manquer de sommeil, ça apporte l'obésité, un manque d'activité physique, l'augmentation des cancers du cerveau, et un mail envoyé équivaut à une ampoule. Les propositions: pour les enfants et adolescents, mettre une carte avec leur numéro de carte d'identité pour qu'ils puissent aller sur Internet. La démarche d'aller vers une personne pour se faire aider. Continuer d'accéder aux services administratifs avec le papier. Penser à aller prendre des cours pour mieux utiliser les ordinateurs et éviter les dangers. Aller voir les gens, c'est mieux et on peut discuter, voir s'il ne manque rien. Pendant les repas, c'est l'interdiction des portables et autres appareils, ce qui permet de se parler. Si on te dit que tu as gagné, il faut le mettre à la poubelle. Et même pour ton dossier de santé, ou si on te dit pour ton compte bancaire de donner ton numéro pour le mettre à jour, surtout jeter.
aider une personne extérieure pour ses dossiers, mais il faut que la personne respecte la confidentialité. Changer les codes très souvent sans les enfants. J'ai fini et merci de m'avoir écouté. Donc moi je vais vous parler de tout ce qui est la formation et on va commencer par les constats. Le numérique ne doit pas remplacer l'humain. Il faut maintenir une présence humaine dans les services institutionnels. Apprendre à se servir d'un ordinateur. Avant de former quelqu'un à une application, la concevoir très simplement. Et pareil pour les ordinateurs, il faut vraiment qu'ils soient faciles d'utilisation. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Il y a toujours des mises à jour à faire des logiciels. Donc, tout change automatiquement. Et cela nous perturbe. Et donc, il faut tout réapprendre. Trop difficile de retenir les identifiants et les mots de passe. Ce ne sont jamais les mêmes. Il y a des personnes, en demandeurs d'emploi, des jeunes surtout, qui ont des compétences et du coup on ne leur demande pas et on ne leur fait surtout pas confiance pour pouvoir nous aider. En informatique, où ils pourraient nous aider plus facilement pour nous apprendre, quoi. Les services publics ne savent souvent pas exploiter les compétences de la société et c'est là qu'il y a un gaspillage. L'État nous oblige à utiliser ces technologies nouvelles. Il y a aussi des peurs qu'il faut prendre en compte. Donc peur de se tromper, la peur de manipuler l'ordinateur, la souris, la peur de ne pas être à la hauteur, peur de dire que l'on ne comprend pas et la peur aussi de demander de l'aide. On ne laisse pas les personnes seules devant leurs difficultés. Donc on va parler des propositions. Alors faire des stages, faire des formations dont les cours seraient gratuits pour apprendre avec une personne à côté de soi, qui ne va pas juger la personne, qui va avoir de la patience, un formateur pour un groupe de débutants et un autre formateur pour un groupe de plus confirmés, et s'intéresser à celui qui ne sait pas faire au départ, prendre en compte vraiment la personne qui démarre. Un ordinateur par personne, pas un formateur pour 10 ou 15 personnes, c'est trop. Avoir le droit de voir comment cela se passe une fois avant de s'inscrire. Si possible dans un lieu calme, silencieux. Il faut s'adapter aux besoins des plus éloignés, avec des aspects ludiques, sous forme de jeu, c'est plus facile pour apprendre. Il est important de former les personnes aussi au danger de l'informatique, histoire des virus, de l'addiction, à l'exposition des écrans. Il faudrait un système très simple pour remplir un exemplaire, l'envoyer et l'imprimer. Ce qu'il faudrait avoir, c'est un seul identifiant, par exemple un numéro de sécu et un seul mot de passe. Faire avec une personne que l'on connaît, ça nous entraide et il y a de la fraternité qui se crée.
Alors, un site qui marche très bien et qui est très bien expliqué, c'est le site des impôts. Alors, l'année dernière, 2 personnes sur Bordeaux ont fait une formation pour savoir comment ça fonctionne. Et du coup, ça leur a permis de vraiment casser cette fracture numérique qu'il y a. Et c'était gratuit. Voilà. C'était par la mairie. Plusieurs d'entre nous avons dit que c'est surtout leurs enfants ou petits-enfants qui leur ont appris à se servir de l'ordinateur et du smartphone. Et que les associations fassent des cours informatiques et qu'ils aient aussi des ordinateurs. Voilà. Voilà, donc on vous a relaté autant qu'on a pu ce qui est ressorti de notre université populaire. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas comprises, hein, donc c'est le moment de demander pour s'il y a des choses qui n'étaient pas claires dans le contenu qu'on a essayé de vous retransmettre. Est-ce que ça veut dire que vous avez tout compris, tout entendu, tout... Bon. Moi, je connais un petit peu ATD puisque j'y suis aussi, mais du coup, je pose une question qui pourra peut-être être utile aux autres. C'était peut-être expliquer comment fonctionne en général ATD, comment on peut rentrer, faire participer à quelque chose à ATD, comment ça marche. Voilà. En 2 mots, non, c'est sûr que tu as raison de le dire, Eliette, c'est ouvert à toute personne voilà, qui souhaite lutter contre la pauvreté et l'exclusion avec des gens qui la vivent, donc en réfléchissant ensemble. Donc dans chaque ville, en gros, de la région, en tout cas au moins Perpignan, Toulouse, Montpellier, Tarbes, il y a des groupes locaux. Donc si des personnes sont intéressées, nous laisser leurs coordonnées bien sûr, ou sinon chercher sur internet ATD Carmonde Occitanie, là il y a une adresse mail où vous pouvez vous adresser. Et voilà. Mais c'est important de dire qu'en étant travailleur social, on peut être allié d'ATD Carmonde. Moi je suis assistante sociale et je suis alliée d'ATD Carmonde, c'est-à-dire c'est pas... on n'est pas soit professionnel, soit on peut aussi, parce que l'idée c'est aussi dans notre vie de tous les jours, comment on entend et on prend en compte ce que vivent les personnes en situation de pauvreté. Est-ce qu'on peut entendre de notre travail? Est-ce qu'on peut entendre hors de notre travail? C'est pas exactement la même chose, et du coup, voilà, arriver à le prendre en compte après dans notre travail, je trouve que c'est effectivement très important. Vous demandiez comment pouvoir rentrer. Par exemple, pour l'Université populaire Carmonde, à Bordeaux, moi j'habite à Bacalan, à côté du pont d'Aquitaine, sous le pont d'Aquitaine exactement, pour donner la vision où c'est. Eh bien, j'ai prospecté, j'ai mis des affiches, et au moment où on a fait sur le revenu universel, il y a eu énormément de personnes qui sont venues et qui sont restées. Ça a été le déclencheur. Et depuis, on est une quinzaine dans le groupe. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et maintenant, on vient qui veut, on met les affiches. Si le thème les intéresse, ils viennent. Si ça n'intéresse pas, ils ne viennent pas. Mais généralement, ils viennent. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Ouais. Moi, je n'ai pas beaucoup de questions, mais je suis étonné qu'on n'ait pas longtemps en fait, du fait qu'on peut aussi refuser l'utilisation de Internet. Sur le territoire, par exemple, on n'est pas obligé de donner l'adresse mail. Donc là, c'est pareil, il y a quand même une situation où on est encore en droit de dire qu'on ne veut pas
moyens de mettre en place pour passer les personnes. Je parle au nom des porte-voix. Parlez fort parce qu'on a du mal à entendre ça ici. C'est un bienfait l'informatique, on va vers des situations qui vont être un peu. Alors on hésite par de l'obligation, moi je ne suis pas trop d'accord avec le terme obligation, mais on va être amené de plus en plus à l'utiliser. Mais ce qu'il faut quand même toujours regarder à l'esprit, c'est que pour le moment, on n'en est pas encore à enchaîner, on n'est pas enchaîné à l'informatique, on a des solutions toutes simples, proposées systématiquement dans l'emploi de courrier papier dans toutes les situations, que ce soit l'énergie, la carte, Pôle emploi, etc. Je pense que ça peut être important pour les gens qui décident à un moment donné, on ne va pas décider de ne pas utiliser systématiquement. On ne va pas répondre maintenant, juste c'est des interventions ou des réflexions qui peuvent. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions ou interventions avant de partir en groupe en atelier? Et juste répondre, par exemple, à la carte et des déclarations trimestrielles, on a la possibilité de les faire par partie, de les compris par intérêt. Donc là, on a, dans ce cas-là, il n'y a plus le choix. On a accès, soit on perd son droit. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou questions par rapport à l'intervention de ce matin? Ouais, juste ce qui m'a frappé en fait sur les différents volets, c'est que chaque fois c'est la question du lien et de la réhumanisation ou déshumanisation de ce lien, que ce soit entre les personnes, que ce soit entre les personnes et les organismes d'État. Mais vraiment on est sur cette question du lien. Enfin, je l'ai entendu à chaque. Moi c'est vraiment une méthode pour moi. Allez, est-ce que c'est objectif? Excusez-moi, sur le rendu là, il y a combien de personnes qui ont participé à Réflexion? Merci. Je sais ce que c'est. Je voulais savoir combien de personnes qui avaient participé à la production de cet atelier et s'il y avait eu une idée sur la moyenne d'âge de ces personnes. Alors, il y a des personnes de 8 villes qui ont participé au total à la préparation, ça fait une centaine de personnes, et après qui sont venues toutes à Toulouse, c'était à Toulouse? Oui, sur cette université populaire, ça doit être entre 60 et 70, je ne sais plus exactement le nom, mais en gros c'est ça. La moyenne d'âge est quand même relativement élevée, je pense que c'est autour de 50 ans, quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'il y a une différence, enfin les gens pour qui c'était le plus difficile, c'était en particulier les gens les plus âgés. C'est vrai, ceux qui ont le plus parlé de la difficulté de maîtriser les outils. Et c'est vrai qu'on se rend compte dans les militants d'ATD, il y a des gens même dans les 40-50 ans ou plus jeunes qui ont une bonne connaissance des outils. Pas tous, mais c'est sûr qu'il y a aussi la question de l'âge qui rentre en ligne de compte, c'est sûr. Comment? Oui, sans ignorer le reste. Non, mais c'est vrai, c'est tout à fait juste. Il y a des militants qui remontent qui sont beaucoup plus à l'aise sur les outils informatiques que des alliés en lien avec la génération. Il y a d'autres moments? Alors, on va vous proposer de passer aux ateliers. La question qui va se poser sur les ateliers, c'est la même pour chaque atelier, c'est la question des enjeux soulevés par la question du numérique et du travail social, enfin de l'intervention sociale et éducative, mais là ce qu'on vous demande sur chaque atelier, c'est pas de réagir dans l'absolu, c'est vraiment vous à partir de votre casquette, c'est-à-dire... Merci. En tant que professionnel de terrain, quelles questions ça soulève pour vous en tant qu'étudiant en travail social, en tant que cadre, en tant que personne concernée, quels sont les enjeux que ça soulève? Donc, on va vous proposer de se réunir par groupe, par atelier, et on aura jusqu'à 11h. À 11h, on fait une petite pause et on se retrouve ici à 11h15. D'accord? Enfin, on reprend à 11h15. Donc, les cadres, vous restez dans cette salle et vous serez avec Marie.
Les professionnels de terrain, vous êtes les plus nombreux. Il y aura 2 groupes de 25 personnes dans les 2 salles qui sont derrière, la C23 et la C22. Ces 2 salles qui sont à côté. Les étudiants, vous êtes en C24. Oui, les professionnels, vous suivez Florence et Morgane. Les étudiants, vous serez avec Olivier en salle C24. C'est aussi dans le même couloir de ce côté-là. Pour le groupe des étudiants qui est avec moi. Non, voilà, ça marche. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 étudiants qui veulent venir restituer, commenter la synthèse? Venez. Pour les professionnels, donc c'était Morgane et Florence. Est-ce qu'il y a un professionnel ou 2 qui veulent aussi participer? Il n'y a pas d'obligation. Hein. Non. On commence? Bon ben allez. On commence par les étudiants, puisque on est là. Allez-y. Donc, Didier et Morgane sont là pour à la fois prendre des notes, écouter. Donc, du coup, nous, on s'est posé la question de comment réussir la mise à jour de la pratique et de la profession et de travail social dans un avenir programmé en évitant les bugs et les plantages de réseau. En fait, c'est-à-dire que la pratique professionnelle, elle est tout le temps en train de se mettre à jour parce que les anciens travailleurs sociaux et nous maintenant qui sommes en formation, on a une autre façon d'apprendre parce que certains travailleurs sociaux avant n'avaient pas de numérique et nous aujourd'hui on travaille que, on apprend à travailler qu'avec le numérique. Donc c'est vrai que dans les stages, certaines fois c'est nous stagiaires qui devons apporter des informations sur le numérique aux professionnels et vice versa. Enfin, on voit qu'il y a du changement et en fait il y a du changement pour les professionnels mais aussi du coup pour les usagers, donc c'est compliqué d'accompagner les usagers sachant que nous aussi on est en plein changement. La question qui est beaucoup revenue, c'est cette question du être à mi-chemin entre 2 mondes. On est des étudiants, on arrive dans un monde où quand on parle d'avenir programmé, il y a l'horizon 2022 pour le zéro papier, où il y a des changements de logiciels fréquents, avec la pression également, les enjeux des institutions en termes d'évaluation, de statistiques, de conditions de travail par rapport, pour certaines institutions, au mode de financement également. Et donc nous, on s'est un peu posé la question de comment on fait dans tout ça, en maintenant nos cœurs de métier, nos professions, ce qui fait nos expertises, mais en même temps, on n'est pas obligé de s'adapter à ces demandes-là et à ce nouveau monde. Il s'est beaucoup aussi posé la question de l'enjeu vis-à-vis de la personne, la peur de mal faire, la peur de rater, la peur d'être coincé par ce numérique et de ne pas pouvoir faire ce qu'on avait à faire. Et donc du coup est arrivée la question du comment s'adapter et être acteur, rester acteur de ce changement qui est permanent, puisqu'on voit bien que les logiciels eux-mêmes bougent en permanence. Donc ce changement permanent également du logiciel social, de ce que va être le travailleur social de demain, et de co-construire les outils de demain. Donc l'idée de co-construire est venue dans la discussion par rapport aux outils qui sont peu adaptés, peu lisibles, très complexes, y compris pour les personnes concernées. Est-ce que demain on ne peut pas imaginer de construire ces plateformes internet, de construire des outils que l'on va utiliser justement avec les personnes concernées, les travailleurs sociaux, et s'est posé aussi la question de la co-construction par rapport aux partenaires, aux réseaux, aux informations que l'on n'arrive plus à obtenir, des partenaires que l'on n'arrive plus à contacter, et cette perte de rapport humain. Et il est également ressorti que pour nous, il était important de ne pas perdre ce rapport humain et d'être dans une relation de confiance et une relation avec les personnes et avec les professionnels. On a vu aussi que c'était une question de temps, parce qu'en fait, la dématérialisation, elle a commencé et personne n'était averti. Donc c'est vrai que là, on essaye de rattraper le temps, mais les besoins des personnes évoluent. Donc on répond aux besoins, mais en fait, les besoins, ils ont encore augmenté. En fait, c'est un temps... C'est un peu comme, je prends l'exemple du coucher de soleil, il faut finir un puzzle avant que le coucher de soleil soit fini, et
c'est compliqué, quoi. Voilà. Et juste pour terminer sur cette temporalité, effectivement ça nous est imposé, mais en même temps on se dit qu'il est peut-être urgent de se poser justement, de prendre le temps de réfléchir et de réfléchir à comment on peut faire, d'où la question du comment et de rester acteur. Oui, on a également eu une réflexion sur le fait que ça partait un peu dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il y a des initiatives de partout, que ce soit associatif, institutionnel, que ce soit les mairies, les collectivités, etc. Mais il n'y a pas de coordination, il n'y a pas forcément l'information à tous les niveaux de ce qui existe, de ce qui n'existe pas. Ça peut être disparate en termes d'accompagnement, ça peut être disparate en termes de ce qui est proposé. Donc voilà, on s'est posé aussi la question du ça part dans tous les sens et comment on fait avec ça, comment est-ce qu'on peut réfléchir à coordonner tout ça. C'est déjà bien. Florence, puisque tu es au tableau. Voilà. Donc, c'est un groupe de professionnels. Bon, je vais essayer d'être le plus fidèle possible à ce qui s'est dit, aux principaux enjeux. On est parti de la question de l'accès au droit et le groupe s'est vite repositionné du coup sur sa place ou sa posture dans l'accès au droit et donc la question très rapidement de jusqu'où on va dans l'aide et dans l'accompagnement aux personnes accompagnées, jusqu'où c'est notre travail, jusqu'où ça ne l'est pas et jusqu'où si on ne le fait pas on peut créer de la discrimination. Voilà, donc des questions finalement de délimitation de sa pratique professionnelle par rapport au numérique. En lien avec cette idée, c'est poser la question des institutions et de comment les institutions facilitent ou pas cette place-là, puisque très vite on s'est dit que les professionnels de eux-mêmes dire moi ça je fais pas ou ça je fais ou je peux accompagner jusque là où je ne peux pas en soi on a besoin d'un cadre institutionnel qui précise ça, voilà, jusqu'où on peut aller, jusqu'où c'est notre travail. Donc la question bien sûr du coup du faire avec ou de faire à la place, elle est très liée dans ce que j'ai pu entendre à ça. Puisque des fois, on fait à la place pour aller plus vite finalement et pour pouvoir être dans une relation avec la personne, puisqu'on perd cette relation en étant principalement dans un accompagnement à l'outil. Voilà, avec des personnes qui disent du coup moi le numérique on n'en parle pas du tout, puis on s'en débrouille après, ou on peut encore faire qu'en papier, donc on fait qu'en papier, donc la question du numérique on va pas la... Voilà, et puis d'autres qui disent du coup on va faire avec, mais puis des fois on va faire à la place parce qu'on va essayer d'aller le plus vite possible. Donc premier enjeu c'était ça, c'était la question de faire avec, mais comme il y a l'outil au milieu, on a du mal. Et puis finalement, est-ce que c'est notre travail est-ce qu'il n'y a pas d'autres métiers? Vous en avez un petit peu parlé ce matin, des médiateurs. Avec du coup cette question de renforcement de l'exclusion et de réflexion sur la discrimination, puisque forcément c'est lié. Si on fait à la place, on discrimine, mais en même temps, on a besoin de prendre ce temps avec les personnes. Aussi, autre chose qui a été dit, c'est de pouvoir identifier, pour aider les personnes et pour les accompagner au numérique, pas que à se servir de l'outil, mais aussi aux dangers, ce que vous avez soulevé ce matin. Donc, quels sont les dangers pour les personnes qu'on accompagne? Est-ce que je les identifie et est-ce que je peux l'aider là-dessus? Et en effet miroir, est-ce que j'identifie les dangers, les expositions de moi en tant que professionnel sur ces outils-là, dans ces outils-là? Puisque finalement, on a bien vu ce matin que c'était des questions aussi qui étaient, j'ai envie de dire, très sociales, sociétales. Les dangers du numérique, on va les appeler comme ça, mais voilà. Donc, à quoi je m'expose moi aussi quand je suis sur l'outil informatique, Internet ou autre? Et est-ce que j'identifie aussi chez les personnes concernées? Voilà. On a abordé la question aussi de la formation.
puisque du coup, en tant que formateur aussi, on peut se demander jusqu'où on forme au numérique. Donc il y a des modules de numérique qui commencent à se mettre en place, mais plutôt sur les questions de l'éthique juridique, mais pas forcément de formation à l'outil en tant que tel, avec la question des représentations, c'est-à-dire finalement aussi, une formatrice disait, nous, on pense qu'il y a un effet générationnel, donc que les personnes jeunes qui arrivent, c'est bon, elles sont au clair avec ça, mais en fait pas du tout. Et il y a pas un effet, il y a un effet générationnel peut-être dans l'utilisation du smartphone ou autre, mais pas forcément dans le savoir utiliser les logiciels, de connaître les dangers auxquels on s'expose ou de connaître les limites, les questions éthiques ou autres. Et on a fini sur une note positive puisqu'on parlait aussi du numérique comme outil créatif, c'est-à-dire finalement dans ce cadre-là qui est imposé par le numérique, comment on peut, en tant que futur travailleur social, en tant que travailleur social, créer aussi de se servir du numérique comme un outil créatif et pas juste se poser la question de du coup tout ce que ça peut nous empêcher, mais aussi de voir comment on peut l'utiliser, le détourner un petit peu ou en restant dans un cadre quand même qui peut créer des outils d'accompagnement un peu nouveaux aussi. Et j'avais oublié, dernière chose, c'est aussi l'accès à l'information. On ne l'a pas trop développé, mais ça a été soulevé à un moment donné dans l'atelier, en disant on a aussi maintenant accès du coup de plus en plus à des informations, à plein d'informations. Bon voilà, on les a, est-ce que c'est nécessaire d'avoir tout ça et qu'est-ce que je fais quand j'ai toutes ces infos? C'est la question de la circulation des infos aussi. Voilà, je pense que j'ai été... ça va? Ouais. Ok, merci.